Jeanne et Donald sont mariés, ils ont la cinquantaine. Ils vivent ensemble au Minnesota, aux États-Unis, à la frontière du Canada. Et un jour, ils se disent qu'il manque quelque chose à leur vie, un projet. À la retraite, il y a plein de gens qui décident de se lancer dans un nouveau projet, et donc eux sont à la recherche de leur nouveau projet. Alors ils se mettent autour d'une table, ils discutent, ils réfléchissent, ça va être quoi notre prochain projet, et ils trouvent. Et pour fonder ce projet, ils décident d'aller dans un centre d'adoption au Minnesota. Et là, je dois vous parler de comment se passe l'adoption au Minnesota. En 2018, au moment où se passe notre histoire, il faut vivre depuis au moins 1 an dans l'État du Minnesota pour pouvoir adopter. C'est un processus qui est assez lourd en termes administratifs, mais c'est pas nécessairement très long. On constitue un dossier, il faut fournir plein de documents, des trucs sur ton historique, ton couple, enfin bref, il y a pas mal de documents à apporter. Et là, le juge et la cour va analyser tout ça. Ensuite, une fois que ça s'est fait, le service en charge des adoptions va faire un background check. En gros, ils étudient en profondeur les antécédents des personnes qui veulent adopter. La plupart de ces enfants, ils n'ont pas eu un début facile, ils ont des difficultés, des troubles, des manques affectifs, il y a plein de choses qui se passent avec ces enfants-là, donc il faut vérifier si tout va bien se passer, quoi. Une fois tout ce processus de vérification fait, qui est censé être très rigoureux, et bien à ce moment-là, les futurs parents viennent devant le juge pour voir si leur demande a été acceptée ou non. Et donc, revenons à Jeanne et Donald qui ont constitué leur dossier pour leur petit projet. Un petit projet qui, vous allez voir, est absolument affreux, c'est vraiment... c'est dingue. Donc, ils font leur dossier. Les services d'adoption donc, font ce background check, vérifient leurs antécédents, vérifient si leur foyer est adapté. Et après vérification, eh bien oui, tout est bon, Jeanne et Donald sont à même d'adopter. Ça peut prendre très longtemps, mais ça peut aussi être très court. Et ça va beaucoup dépendre des exigences des parents adoptants. Parce que moins tu as d'exigences, plus on va te proposer des profils. Et il s'avère que Jeanne et Donald ont très peu d'exigences. Ils n'ont pas d'enfants à charge, ils sont mariés, ils ont de l'espace dans leur maison. Donc c'est vraiment des candidats parfaits. Et justement, le service d'adoption a un dossier très délicat sur les bras. Un dossier qui est vraiment pas facile à placer. Et là, les services d'adoption se disent que ce couple marié-là, ça pourrait être les parents idéaux. Ce profil, en fait, c'est plusieurs enfants, c'est une fratrie. 5 frères et sœurs biologiques, 5 enfants à adopter d'un coup. C'est beaucoup, mais Jeanne et Donald, ça semble pas leur poser problème. Moi, je trouve que c'est un peu red flag de... Enfin, je sais pas, peut-être pas, mais passer de 0 enfant à 5 enfants d'un coup, sans opposer aucune réticence, aucune crainte, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que non, peut-être que si ça m'arrivait, je sais pas, mais en tout cas, eux, ils sont ok, let's go, on y va avec 5 enfants d'un coup. Et puis, c'est pas 5 enfants qui ont aucune valise à porter avec eux, aucun bagage. C'est 5 enfants qui ont eu un début de vie très difficile. On ne sait pas exactement ce qui leur est arrivé avant le placement, mais il y en a certains qui ont des troubles de syndrome post-traumatique. Ils ont peut-être eu des violences psychologiques, physiques, sexuelles. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils sont placés tous les 5. Et le service d'adoption se dit, bon, on a un match entre ce couple et cette fratrie. Détail important, ces enfants sont afro-américains et si je le précise, c'est parce que malheureusement, ça va être important pour la suite. Jeanne et Donald rencontrent donc les enfants pour la première fois en 2018. Le courant passe bien, ils signent les papiers d'adoption. Et donc les voilà qui ramènent 5 enfants chez eux. La petite la plus âgée a 11 ans, on va l'appeler Annabelle. Tous les prénoms dans cette histoire ont été changés pour préserver l'anonymat des enfants. Donc la plus grande s'appelle Annabelle, elle a 11 ans. Le deuxième a 2 ans de moins, c'est un garçon, il s'appelle Josh. Les 2 suivants ont 6 et 4 ans, on va les appeler Michael et Miranda. Le dernier enfant est tout petit, c'est encore un bambin, on va l'appeler Charlie. Donc Annabelle, Josh, Michael, Miranda et Charlie débarquent chez Jeanne et Donald. Le couple va toucher une certaine somme d'argent pour s'occuper de cette fratrie. C'est quand même pas mal d'argent, assez pour pouvoir s'en occuper et les éduquer tous les 5. Mais Jeanne et Donald font pas ça pour l'argent. Ils font ça pour mener à bien leur projet.
Trigger warning, dans cette histoire, on va parler de souffrance mentale. Peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais il y a eu une période dans ma vie où j'ai fait beaucoup d'anxiété. J'ai été voir un psy et j'ai pu comprendre pourquoi je faisais de l'anxiété et surtout j'ai pu apprendre à la gérer. Avant, j'avais pas du tout la bonne manière de réagir, je voulais absolument fuir mon état anxieux coûte que coûte, fallait absolument que j'évite les crises d'angoisse à tout prix. Mais après la thérapie, j'ai fait un travail sur moi et j'ai compris qu'en fait, il fallait que je lâche prise et il fallait que j'apprenne à écouter mon corps. Et au début, c'était super difficile, mais petit à petit, ça m'a permis de faire de moins en moins de crises d'angoisse. Tout ça pour dire que voir un psy, aller en thérapie, c'est pas du tout un tabou pour moi. C'est vraiment comme aller chez le dentiste quand on a mal aux dents ou aller chez le kiné quand on a mal au dos. C'est vraiment une manière de se sentir mieux. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de vous parler du sponsor de cette vidéo, BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne qui vous permet d'être mis en contact avec un thérapeute français qualifié et expérimenté. Et tout se fait en quelques clics, c'est vraiment super simple. Vous remplissez un questionnaire, vous êtes mis en relation avec un professionnel selon vos besoins et vous pouvez ensuite choisir d'échanger par message, par visio ou par téléphone comme vous préférez. En plus, on peut communiquer avec le thérapeute en dehors des séances aussi et ça, je trouve ça vraiment bien. Si jamais le courant passe pas avec le premier thérapeute, pas de stress, vous pouvez changer super facilement. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi par expérience, c'est que faut pas s'arrêter à la première expérience, il faut vraiment trouver le bon match. Ça m'est arrivé de trouver une thérapie complètement inutile avec un psy et complètement bouleversante avec une autre psy, donc faut vraiment prendre le temps de trouver la bonne personne pour soi. Si vous traversez un moment difficile ou que vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un, je vous invite vraiment à tester BetterHelp. En plus, il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est 100% en ligne. Maintenant, pour aller mieux, cliquez sur le lien en description, vous soutiendrez la chaîne, mais surtout, vous aurez une réduction de moins 10% sur votre premier mois avec BetterHelp. Au début, les 5 enfants arrivent dans cette maison un peu effrayés, un peu traumatisés. C'est normal, on les balance comme ça tous les 5 dans un nouvel environnement. C'est très troublant, d'autant qu'ils viennent de vivre des années probablement très horribles en fait. Donc ils débarquent là, effrayés, mais heureusement, ils sont tous les 5 et ça c'est une force parce que c'est pas souvent qu'on laisse les fratries ensemble. Donc au moins, ils sont les uns avec les autres. Ils essayent de se faire à leur nouvel environnement, au lieu, à Jeanne et Donald, qui sont des inconnus pour eux. Et en fait, à peine ils ont le temps de commencer à avoir des repères, que Jeanne et Donald leur annoncent qu'ils vont déménager. Ils vont aller dans l'État de Washington, très loin du Minnesota. Donc, premier move pas très cool, parce que voilà, encore un déracinement, quoi. Mais Jeanne et Donald ont trouvé une ferme là-bas et ils leur expliquent que ça va être super cool parce que voilà, les enfants vont pouvoir aller dans la ferme, courir, être dans des beaux espaces verts et les enfants, ça leur donne envie, c'est vrai. Alors ils sont plutôt enthousiastes et donc tout le monde fait ses valises pour l'État de Washington. C'est vraiment de l'autre côté du pays, voilà, ça c'est la route pour y aller. Donc on est très loin du Minnesota et donc très loin du service d'adoption d'où viennent les enfants. Et donc, les services d'adoption ne peuvent pas faire les suivis post-adoption à cette distance-là. Et de toute évidence, en fait, les services d'adoption dans tous les États-Unis ne communiquent pas entre eux, ça marche par État. C'est ce que j'ai compris en étudiant cette affaire-là. Donc, plus de suivi post-adoption. Dans ce nouvel environnement, les enfants prennent peu à peu leur marque, mais ils vont pas à l'école. Ils n'ont pas beaucoup de points de comparaison, leur enfance avant ça était très chaotique, donc ils ne savent pas vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais Jeanne et Donald ne les inscrivent pas à l'école, en fait, ils passent tout leur temps à la ferme, à travailler, à aider à la ferme. La propriété est très grande et il y a beaucoup à faire pour l'entretenir. En plus de ça, Jeanne et Donald ont acheté des animaux, donc il faut s'occuper de tous les animaux, il faut s'occuper des plantations. Voilà, ils ont vraiment investi dans une grosse ferme, quoi. Au début, les enfants, ils trouvent ça amusant, c'est rigolo, on court partout, on met ses mains dans la terre, on salit, les enfants aiment bien faire ça. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu rébarbatif et un peu épuisant. Ils sont encore tout petits, la plus grande, comme je vous disais, elle a 11 ans, sinon c'est 6, 4 ans, voilà. Donc c'est quand même très difficile pour eux de travailler dans la ferme. Alors rapidement, ils commencent à râler, ils disent à Jeanne et Donald qu'ils en ont marre, ils en ont assez, ils se mettent à pleurer, voilà, ils refusent de faire les tâches de la ferme. Mais Jeanne et Donald les forcent avec une punition spéciale. Et la punition spéciale, je vais vous dire ce que c'est après. Donc les enfants se voient forcés de travailler à la ferme toute la journée.
Au début, c'était 1 heure, après c'est devenu 2 heures, et après c'était du matin jusqu'au soir. Ils sont là toute la journée, les mains dans la terre, à ramasser le caca des animaux, à faire tout un tas de tâches, alors qu'ils ont 4, 6, 10 ans. Et comme je vous disais, eux, ils n'ont pas de point de comparaison. Ils viennent d'une famille déjà dysfonctionnelle. Ils ne savent pas que tout ça, c'est pas normal. Ils ne savent pas non plus que la punition spéciale de Jeanne et de Donald, elle n'est pas normale. Parce que se faire asperger de bombes au poivre dès qu'on ne veut pas travailler, c'est vraiment pas normal. Toute la journée, ils portent des charges lourdes sur des terrains escarpés, des collines, des talus. Il y a plein de choses à faire. Il faut qu'ils rempotent, qu'ils plantent, qu'ils récoltent, qu'ils labourent, qu'ils nettoient les enclos des animaux, qu'ils les nourrissent, qu'ils nettoient leurs excréments. Enfin bref, des travaux de ferme vraiment éprouvants et quasiment impossibles à faire pour des enfants. Les mois passent et ils sont de plus en plus exploités. Car le projet de Jeanne et Donald n'en est qu'à ses débuts. Ces enfants vont devenir littéralement des esclaves pour le couple. C'est ça leur projet. Ils veulent des esclaves. Entre eux, par texto, ils les appellent les singes ou les cochons. Ils ont continuellement des termes racistes pour parler d'eux, pour se moquer d'eux. C'est vraiment horrible, la manière dont ils parlent des enfants. Ils sont ouvertement racistes. Et ils se mettent à être sadiques. Parce que mettre ces enfants en esclavage, ça suffit pas, il faut aussi les faire souffrir. Et donc, ils les privent d'outils. Avant, ils avaient des râteaux, ils avaient des choses pour retourner la terre et tout. Et là, ils se mettent à les priver d'outils, donc ils doivent travailler avec leurs mains. Rapidement, les coups arrivent. Il existe notamment une vidéo où on voit Donald frapper un des enfants avec un tuyau en PVC. Il accuse l'enfant d'avoir attaqué Jeanne juste avant. C'est comme ça qu'il justifie son geste. Donald hurle des insultes à l'enfant et on entend Jeanne rire. Le couple impose des tâches de plus en plus impossibles à faire pour les enfants. Des tâches qui sont juste pas en capacité physique de faire. Et quand ils ne peuvent pas faire la tâche, elle est juste impossible, eh ben ils les punissent. Et ça rend les punitions encore plus cruelles et affreuses parce que ils peuvent juste pas, quoi. C'est vraiment physiquement impossible pour eux. Et les années passent comme ça dans la ferme à Washington. À côté de ces tâches épuisantes qu'ils doivent faire tout le temps, les conditions de vie des enfants se détériorent de jour en jour et de mois en mois. Parce qu'évidemment, Donald et Jeanne ne remplissent pas leurs besoins basiques. En ce qui concerne les repas, ils s'embêtent vraiment pas. Ils leur donnent pas à manger tout le temps, hein, ils sautent des repas très régulièrement. Et puis, ils offrent des repas qui sont vraiment pas variés du tout. Très souvent, les enfants mangent les 2-3 mêmes repas. À mesure qu'ils travaillent de plus en plus, Jeanne retire de plus en plus d'aliments dans leur nourriture. Et très souvent, elle les prive de plats quand elle en a envie. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Machel Hobson et les enfants youtubeurs, une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne il y a quelques temps. Et c'est pareil, elle privait ses enfants de repas pour les punir. Et donc là, c'est pareil. Voilà, Jeanne et Donald les privent de repas. Et au final, au fur et à mesure des mois, les enfants finissent par manger un repas par jour et quasiment toujours la même chose. Et cette chose-là, je ne peux pas imaginer le traumatisme que ça doit être pour certains d'entre eux aujourd'hui. C'est quelque chose de tout simple, mais qui a dû être leur enfer. C'est des sandwichs au beurre de cacahuètes. Ces sandwichs de beurre de cacahuètes, ça peut paraître insignifiant, mais ils ont ça à presque tous les repas. Et on ne parle pas de quelques semaines, on ne parle pas de quelques mois, on parle en années là. Bref, on va revenir à ça. Et donc, ils développent de plus en plus de carences et deviennent de plus en plus faibles. Les travaux qui leur sont imposés sont de plus en plus durs. Les enfants sont épuisés, ils sont lessivés, ils sont au bout, quoi. Les règles à la maison sont militaires. À la fin de chaque journée, Jeanne et Donald inspectent le travail. Les enfants doivent rendre des comptes sur leur travail, se tenir debout, en ligne, bien droit devant eux, militaire, quoi. Et parfois, c'est vraiment glaçant. Ils doivent se tenir avec les mains derrière leur tête, comme quand on est tenu en joue par un fusil. Et puis les années passent et ils grandissent comme ils peuvent, les pré-ados deviennent des ados, les bambins deviennent des enfants. C'est leur vie, ils mangent quasiment que des sandwichs de beurre de cacahuètes et ils travaillent tous les jours à la ferme, 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Évidemment, comme on peut se l'imaginer, ces enfants-là n'ont aucune distraction, ils n'ont pas de jouets, ils n'ont pas de livres, ils ont que les uns et les autres, quoi. Et en parlant de ça, justement, eh bien, Jeanne et Donald vont s'arranger pour les diviser. Je vais maintenant vous parler spécifiquement du cas de Josh. Josh, c'est le deuxième enfant et au moment de notre histoire, il a une dizaine d'années. Et Josh, il va pas bien. Il va pas bien du tout.
Évidemment, vu leurs conditions de vie, c'est pas bien étonnant, mais ça va au-delà de ça. Comme ses frères et sœurs, il a subi des maltraitances quand il était tout petit, dans son ancienne famille, et comme ses frères et sœurs, il présente des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. En gros, leur mère a consommé de l'alcool pendant la grossesse. C'est un trouble qui peut causer des retards mentaux. Donc, difficulté à apprendre, à retenir des choses, à bouger normalement, et il peut y avoir d'autres symptômes plus graves encore. Donc ce syndrome-là, ça a des effets sérieux sur la santé et sur le comportement de l'enfant. Et Josh, tout comme ses frères et sœurs, a un trouble de l'alcoolisation fœtale. Mais lui, il est plus touché. Il est très agité, il a souvent des crises de colère, il est assez difficile à gérer. Et c'est de pire en pire avec le temps. Il semble avoir des hallucinations auditives et visuelles, peut-être une psychose, en tout cas il a l'air d'aller très mal. Il aurait besoin de soins spécifiques, mais évidemment Jeanne et Donald s'occupent très mal de ces enfants-là, donc il n'en a pas. Et en fait, Jeanne et Donald se mettent à raconter aux autres enfants que Josh est très dangereux et qu'il ne faut pas s'approcher de lui. Plutôt que de s'occuper de cet enfant en détresse, plutôt que de demander même aux autres enfants de l'aider, ils vont isoler Josh complètement et ils vont construire cette image de monstre auprès des autres enfants. De son côté, Josh est puni encore plus sévèrement que les autres, et donc c'est un cercle vicieux pour lui parce qu'il est mal, les punitions sont plus sévères pour lui, donc il a encore plus mal, etc. Mais au bout d'un moment, la situation devient trop ingérable pour Jeanne et Donald, et ils se voient forcés d'aller voir un médecin. Ils emmènent donc Josh à l'hôpital. Et Josh, c'est un petit garçon très courageux parce qu'à peine arrivé à l'hôpital, il se plaint tout de suite. Il parle des mauvais traitements, il parle de tout ce qu'il vit, le manque de soins, le manque de nourriture variée, le travail, les coûts. Voilà, il déballe tout ça et du coup, il y a un signalement. Automatiquement, une enquête est ouverte. Le service de protection main dans la main avec les forces de l'ordre enquête sur ce Josh et cette famille. Et notre histoire aurait dû s'arrêter là, évidemment, mais elle ne s'arrête pas là, puisque il va y avoir une enquête, il va y avoir quelque chose, mais faute de preuves, le dossier va être fermé. Faute de preuves. Je ne sais pas quelle preuve il leur fallait en plus, mais il n'y avait pas assez de preuves. Et ça, pareil encore, ça me fait penser à l'histoire de Masha Lobson, parce que ça met vraiment en exergue le fait qu'il y a des grosses failles dans le milieu des services sociaux, des services à l'enfance, quoi. Je vois pas comment c'est possible. Comment c'est possible qu'il soit passé à côté de ça? Bref, on est en début 2023, on a une ferme avec des enfants esclaves, des parents blancs ouvertement racistes, mais l'enquête est close. Cette enquête a quand même fait un peu peur à Donald et Jeanne, alors ils décident de déménager à nouveau. Bien sûr, leur version, c'est pas on veut s'enfuir et échapper à la loi. En fait, ils racontent à qui veut l'entendre qu'ils veulent se rapprocher du frère de Jeanne. Il vit en Virginie occidentale. Là-bas, ils aimeraient acheter une ferme plus grande. Et en plus, dans cet état, il est plus facile d'avoir des animaux exotiques comme les leurs. J'ai cherché dans leur ferme quels étaient ces animaux exotiques. J'ai pas trouvé d'animaux exotiques autres que des cochons, des poules, donc je sais pas. Toujours est-il que début 2023, la famille fait ses bagages et part en Virginie occidentale. Encore une fois, on est sur un énorme trajet de l'autre côté du pays, sur les rives de l'océan Atlantique. Là-bas, Jeanne et Donald ont déniché une nouvelle ferme à Sissonville. Mais en fait, cette ferme-là, elle est temporaire, c'est une ferme qui n'est pas exactement celle qu'ils voulaient, donc en fait c'est un entre-deux. La famille ne défait pas tous ses cartons, ils prévoient de rester là un moment, mais ensuite d'aller dans la vraie ferme finale qu'ils veulent. Cette ferme finale, elle est à Beckley, il y a une grande maison attenante et tout, enfin c'est leur but quoi. Mais pour l'instant, ils posent leurs valises à Sissonville, dans cette ferme qui est plus ou moins grande, avec une petite maison, voilà, un peu plus modeste. Elle est quand même très sympa cette petite ferme, il y a du terrain et encore une fois, beaucoup de choses à faire. Qui s'y collent, évidemment, les enfants qui ne vont toujours pas à l'école, hein, bien sûr. Et dans la ferme de Sissonville, les choses se dégradent encore davantage. Car désormais, à Sissonville, les enfants mangent uniquement des sandwichs de beurre de cacahuète, exclusivement tous les jours. Aucun fruit, aucun légume, aucune protéine, uniquement ça tous les jours. J'ai fait quelques recherches et voilà ce que ça fait de manger uniquement des sandwichs de beurre de cacahuète pendant 3 ans. Le corps tout entier va être en carence. Le système immunitaire va être très faible, donc n'importe quelle maladie peut se développer très facilement. Le foie et le pancréas va être surmenés
et ses organes vont être sérieusement en danger. Le cœur et les reins risquent aussi de lâcher. L'impact psychologique de manger la même nourriture tous les jours peut créer une dépression et des troubles alimentaires. Pour les filles, ça peut être la fin des règles, et les carences peuvent également faire perdre des cheveux. Le cerveau va être en carence aussi, donc grande fatigue mentale, troubles de la concentration, anxiété, risque de troubles neurodégénératifs à long terme. Je vous rappelle en plus de ça que les enfants souffrent du trouble de l'alcoolisation fœtale. Les plaies guérissent beaucoup plus lentement aussi, la sensation de chaud ou de froid est augmentée. Alors voilà ce que vivent les enfants. Évidemment, eux, ils sont dégoûtés par ces sandwichs-là, mais c'est tout ce qui leur reste, donc ils n'ont pas le choix. Mais c'est pas tout. Dans la ferme de Sissonville, Jeanne et Donald se mettent à les priver de douche. Ils sont extrêmement sales, ils travaillent dans la ferme toute la journée, et Jeanne leur refuse la douche, elle se met aussi à ne plus nettoyer leurs vêtements. Ils ont donc des vêtements sales, troués, avec des odeurs, et en plus de ça, Jeanne et Donald continuent à les asperger de bombes au poivre, de répulsifs anti-ours, et du coup, tout ça c'est sur leurs vêtements, sur leur peau. Ils se mettent aussi à les insulter ouvertement, ils sont vraiment ouvertement racistes avec les enfants. Cochons, singes, voilà, ils les appellent de tous les noms d'animaux qu'ils veulent. À chaque fois qu'ils donnent des consignes pour le travail, c'est ponctué d'insultes, c'est vraiment dans leur langage quotidien. Pendant ce temps-là, Jeanne et Donald touchent toujours l'argent pour l'adoption. Cet argent qui est censé les aider à s'en occuper correctement. Et là, on a 5 enfants qui travaillent comme des esclaves à la ferme. Et vous vous souvenez, la maison n'est pas complètement meublée, les cartons ne sont pas défaits parce que Sissonville, c'est un entre-deux. Donc il y a encore beaucoup d'affaires qui sont emballées, qui ne sont pas sorties. Et il n'y a rien pour faire dormir correctement les enfants. Aucune chambre digne de ce nom, aucun lit. Avant, ils avaient de quoi dormir, mais à Sissonville, les choses ont changé. Miranda et Michael, les 2 enfants du milieu, dorment sur le sol sur de vieux matelas dans une pièce à l'étage de la maison. Pour le plus jeune, Charlie, on n'a pas beaucoup d'informations, on sait juste que c'est l'enfant préféré, c'est l'enfant qui subit le moins de coups, le moins de punitions. Donc on peut supposer qu'il a des conditions de vie un petit peu meilleures, mais on n'en est pas certain. Comme je vous dis, cette histoire est assez récente. En ce qui concerne Annabelle et Josh, les 2 plus grands, leurs conditions de vie sont affreuses. Eux, ils sont rapidement envoyés dormir dans la grange. Il y a une grange attenante à la ferme. Dedans, ils dorment à même le sol. C'est une pièce qui est vraiment humide, absolument pas adaptée pour y habiter. Annabelle, elle a le droit de dormir dans un sac de couchage, mais à Josh, on a uniquement donné un drap blanc. Je vous rappelle, Josh, c'est le vilain petit canard de la famille, c'est celui qui a le plus de troubles du comportement, celui qu'on qualifie de monstre dans la famille. Le pauvre, il a absolument rien de monstrueux, mais en tout cas, c'est comme ça que Jeanne et Donald le qualifient. Et si eux sont reclus dans la grange, c'est parce que Jeanne et Donald n'arrivent plus du tout à s'occuper de Josh, et en fait, ils l'isolent dans la grange. Et s'ils ont mis Annabelle, c'est pour qu'elle s'en occupe. Elle est chargée de le babysitter, de s'occuper de lui. À ce moment-là dans l'histoire, Annabelle a 16 ans. Josh, lui, a 14 ans. Donc elle se trouve toute seule face aux crises de son frère dont elle a peur puisque ça fait des années que Jeanne et Donald le qualifient de monstre, disent des horreurs à son sujet. Tous les enfants ont été manipulés, montés contre Josh, donc elle en a très peur. Jeanne a donné un ordre à Annabelle. Dans cette grange, elle devra s'occuper de Josh, mais pas en le rassurant ou en le confortant, il faudra qu'elle lui crie dessus. Elle l'encourage même à le frapper si les crises sont trop importantes. Donc le couple a mis Annabelle et Josh dans la grange et ils ne s'approchent plus du tout de la grange. Il y a des textos qui ont été retrouvés entre Jeanne et Donald où on voit Jeanne appeler Josh PB, ce qui pourrait notamment vouloir dire Psycho Boy. Il se moque de lui, il se moque notamment des moments où il a de l'incontinence, donc il se fait pipi dessus, et il l'appelle P-Boy. Mais c'est affreux parce que même si Josh a des problèmes d'incontinence, eh bien il faut savoir qu'à la grange, il n'y a pas de toilette. Ils leur ont donné un simple seau pour faire leurs besoins, et ils se moquent d'eux quand même. Dans cette grange, c'est un enfer pour les 2 enfants. La santé mentale, évidemment, de Josh se détériore de plus en plus, et pour Annabelle, c'est un enfer. C'est absolument invivable, alors elle décide de s'enfuir. Un jour, elle sort de la grange. Il faut savoir que ces enfants-là sont terrorisés des punitions qu'ils reçoivent tous les jours, donc aller à l'encontre des règles, c'est vraiment... Elle a eu beaucoup de courage de faire ça. Donc elle sort de la grange, et elle s'enfuit. Elle court à travers les bois, les champs pour trouver de l'aide. Elle laisse ses frères et sœurs derrière elle, mais elle se dit qu'elle va retourner les chercher dès qu'elle aura trouvé de l'aide. Mais Jeanne se rend très vite compte de l'absence d'Annabelle, donc elle se met à sa poursuite.
Elle n'y va pas les mains vides, elle s'arme d'un fusil. La pauvre Annabelle est très faible après toutes ces années d'horreur et donc elle se fait très vite rattraper par Jeanne. Jeanne est à quelques mètres derrière elle en train de tirer des coups de feu dans sa direction. Annabelle est terrorisée. À tout moment, elle se fait tirer dessus. Jeanne hurle le prénom d'Annabelle, elle lui hurle de rentrer en lui tirant des coups de feu dans son dos. Là, les choses vont très vite parce qu'elle n'a pas beaucoup de choix devant elle. Terrorisée, elle finit par s'écrouler au sol et se rendre. Elle sait très bien ce qui l'attend. Au retour de la ferme, elle va être punie très sévèrement. Mais c'était ça ou la mort. Jeanne l'enferme pendant 2 semaines toute seule avec un simple seau. Après ça, Donald et Jeanne craignent la récidive. Après les 2 semaines d'isolement d'Annabelle, ils la renvoient avec Josh dans la grange. Et ils décident d'y mettre un verrou. L'emprisonnement est désormais total. Il n'y a aucune issue, aucune fenêtre, rien du tout. Imaginez la souffrance psychologique. Ils n'ont jamais la lumière du jour, à aucun moment. Ils sont totalement pris au piège. Il n'y a aucune issue, aucun divertissement, absolument rien à faire. En plus de ça, Donald décide d'installer des caméras dans la grange. De cette manière, il peut surveiller les enfants tout le temps et leur imposer une nouvelle règle absolument affreuse, c'est que les enfants n'ont plus le droit de se parler. C'était leur unique distraction, ils avaient juste l'un et l'autre et ils n'avaient absolument rien d'autre à faire que de se parler. Et là, ils n'ont même plus le droit de se parler. C'est le comble du sadisme, ça. Donald et Jeanne imposent aussi un régime très strict à Michael et Miranda, qui sont également enfermés ensemble toute la journée, sauf quand ils sont autorisés à faire les tâches dans la ferme. Les tâches dans la ferme qui deviennent d'ailleurs, en fait, la chose la plus attrayante dans toute cette vie, parce que sinon, ils sont enfermés avec aucune distraction, quoi. Pour Charlie, on ne sait toujours pas exactement ce qui se passe. Annabelle et Josh, eux, ils n'ont jamais le droit de sortir de la grange. Ils vivent un enfer sur Terre. La seule chose qui se passe dans leur journée, c'est quand Donald vient leur apporter leur fameux sandwich au beurre de cacahuète. Sous l'œil de la caméra, ils n'ont aucune intimité, et donc pour faire leurs besoins, Annabelle et Josh doivent se tenir mutuellement le drap dans lequel dort Josh pour se cacher de la caméra. Il y a des enregistrements qui ont été rendus publics où on voit les enfants se tenir debout pendant des heures, une règle qui leur est imposée, pour les contrôler ou les punir, on ne sait pas exactement. Et donc on voit cet enfer-là en caméra, c'est incroyable. Parfois, Annabelle et Josh sont dans la grange avec les mains sur la tête, comme si on les pointait avec un fusil. Des fois, on dirait que Jeanne leur parle dans un genre de microphone à distance, parce qu'elle vient jamais les voir. Mais c'est fou d'avoir ces images-là, on se rend vraiment compte. En fait, non, on se rend même pas compte parce que c'était leur quotidien toute la journée. On peut pas se rendre compte. Et puis la chaleur et le froid et toutes ces choses-là qu'on peut à peine imaginer en fait. Et bref, on est au printemps 2023 et Jeanne et Donald ont créé le projet de leur retraite. Il y en a qui se lancent dans des grands voyages, qui achètent une maison, qui font du bénévolat. Eux, ils ont créé une ferme d'esclaves. Ils ont mené à bien leur fantasme glauque et personne ne les a arrêtés. Mais les choses vont changer. Pour la toute première fois, l'entourage réagit. Car à Sissonville, la famille n'est plus si isolée. Il y a des voisins. Et des gens commencent à remarquer des choses étranges sur la propriété. Ils voient des enfants travailler toute la journée sur une ferme, ils vont jamais à l'école, ils sont sales, ils sont maigrichons, enfin il y a un truc bizarre qui se passe. Donc les voisins se posent des questions. Il y a des personnes qui ont assisté à des scènes qui sont lunaires, des enfants en ligne, la tête baissée, à la manière d'un peloton d'exécution. Enfin, il y a des scènes hallucinantes que les voisins ont vues, donc il y a plusieurs signalements qui sont faits au service de protection de l'enfance. Suite à ça, une employée des services sociaux est affiliée à cette affaire et elle doit venir sur les lieux enquêter. Elle vient une première fois, mais il n'y a personne. Alors elle laisse sa carte et elle va repasser le lendemain. Le lendemain, toujours personne. Et puis finalement, à la fin de la journée, Donald la rappelle. Elle lui dit « Bon bah voilà, j'ai reçu plusieurs signalements et je dois aller voir la propriété. » Un jour est fixé, c'est le 27 mai 2023 et l'employé des services de protection de l'enfance arrive sur la propriété. Elle fait son petit tour et elle analyse un petit peu est-ce que le foyer est conforme pour le bien-être d'un enfant. Donc est-ce qu'il y a des lits, est-ce qu'il y a de la nourriture, tout ça. Et après avoir fait son tour, elle considère que tout est normal. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Elle dit dans son rapport qu'elle n'a rien constaté d'alarmant. Elle parle même aux enfants un par un et elle trouve que les enfants ont l'air très bien. Mais les enfants, eux, ils sont
terrorisés par Jeanne et Donald, donc évidemment, ils vont rien dire. Là, ça fait des années qu'ils vivent un enfer, qu'ils ont été maltraités, manipulés, donc bien sûr, ils vont rien dire à la première personne venue, d'autant que ces enfants-là ont totalement perdu confiance dans le système. Pour eux, personne ne va venir les aider. Donc pourquoi risquer une punition horrible en racontant des choses à cette dame qu'ils ne connaissent pas? Voilà. En plus de ça, cette visite a été programmée, donc probablement que Jeanne et Donald les ont briefés à l'avance. Il y a une autre chose dont ils ont très peur, les enfants, c'est que les services sociaux les séparent. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont, les uns et les autres. Et ça, probablement, Jeanne et Donald doivent le répéter aussi très régulièrement. Donc ils ont très peur de ça. Alors voilà, l'employé s'en va et le dossier est clos. Et maintenant que Jeanne et Donald sont au courant qu'ils sont surveillés par les voisins, eh bien les travaux à la ferme ne sont plus autorisés du tout. Ce qui fait que les enfants sont maintenant enfermés constamment. C'était déjà le cas d'Annabelle et Josh, et maintenant c'est aussi le cas pour les autres. Quelques mois passent et il y a d'autres appels, d'autres signalements qui se font auprès des services sociaux. I'm not sure about who I talked to about this, but there is a family that we have been calling CPS on. Multiple times, he has two kids walked in and out. C'est vraiment chapeau aux voisins qui n'ont pas lâché, qui n'ont pas arrêté d'appeler. Les signalements parlent de soupçons de maltraitance, citent la grange, citent un enfermement, un potentiel cas d'esclavage, donc c'est écrit noir sur blanc dans les signalements. Bref, le service de protection de l'enfance sont chargés d'aller faire une nouvelle visite. Et là, on ne sait pas ce qui est advenu parce qu'on n'a aucune trace de cette visite. Beaucoup plus tard, il y a une enquête qui a confirmé qu'il n'y a eu aucune visite. Cette visite était bien planifiée, mais elle n'a pas eu lieu. La personne qui était censée y aller, elle s'est désistée, on ne sait pas trop pour quelle raison, et les enfants n'ont pas pu être sauvés. Plus tard, cette personne va être licenciée pour ça, mais c'est tellement rageant parce que là, les enfants auraient pu être sauvés à ce moment de l'histoire. Mais revenons au cours des choses. Donc les voisins appellent, il y a des signalements qui sont faits, et il n'y a rien qui avance. Et un jour, en octobre 2023, on a ce voisin qui se balade et qui voit la grange de Donald. Et Donald s'approche de la grange et il voit Donald ouvrir un verrou, entrouvrir la porte et parler à un enfant à l'intérieur. Il est très choqué de voir cette scène, mais encore plus quand Donald referme la porte, referme le verrou et s'en va en laissant l'enfant à l'intérieur. Et si je vous parle de ce voisin-là, c'est que lui, il ne va pas appeler les services de protection de l'enfance, il va appeler le 911, la police. Quand les intervenants de la police arrivent sur place, Jeanne et Donald ne sont pas là et ils ont emmené 2 enfants avec eux. Mais Josh et Annabelle sont toujours dans la grange. Les policiers frappent à la porte de la grange et évidemment, Annabelle et Josh sont terrorisés. Sur les enregistrements vidéo des caméras à l'intérieur de la grange, on voit Annabelle et Josh taper sur les caméras comme pour attirer l'attention de quelqu'un. Annabelle semble dire « Mom, Mom », ce qui est absolument dingue. C'est comme si elle voulait prévenir Jeanne de ce qui se passait. Les enfants, je vous le rappelle, ils n'ont aucun repère, aucun autre que cette mère et ce père adoptif abusif, et donc c'est leur seul recours, quoi. Et ils entendent les policiers frapper, ils sont terrorisés et ils appellent leurs parents. Finalement, les policiers défoncent la porte de la grange avec un pied de biche pour les libérer. Donc Annabelle et Josh sont sauvés. Pour ce qui est de Miranda, 9 ans, elle est retrouvée en pleurs, enfermée toute seule dans un grenier de la maison. Les 3 enfants sont confiés aux agents des services de protection de l'enfance qui se sont déplacés avec les policiers. Et 3 heures plus tard, Donald arrive avec Michael. Et ensuite, c'est au tour de Jeanne de revenir avec le petit Charlie. La police les cueille directement et les 2 enfants sont sauvés. Jeanne et Donald sont arrêtés et là, c'est un tollé dans les médias. On parle d'un cas de maltraitance très grave, mais ça va au-delà de ça. L'opinion publique est choquée, les médias relaient l'information partout, parce qu'on parle d'un couple blanc qui a mis en esclavage des enfants afro-américains. Malnutrition, enfermement, sévices, travail forcé, enfin on a tout le package quoi. Leurs échanges par texto sont rendus publics, donc on voit tous les échanges racistes, la manière dont ils parlent des enfants, et puis sortent tous les rapports, les signalements qui ont été faits et qui n'ont pas abouti. Et là, c'est pareil, ça vient choquer l'opinion publique à raison, parce que c'est révoltant quoi, tous ces signalements qui ont été faits, toutes ces choses qui n'ont pas abouti, les enfants auraient pu être sauvés bien plus tôt. Bref, moins de 2 ans après leur arrestation,
Jeanne et Donald sont amenés devant le juge. Et donc, on est en janvier 2025. Je vous disais, cette affaire est très récente. Les accusations sont très lourdes, je vais vous donner les plus graves. Une des plus importantes, c'est le trafic d'êtres humains, mineurs qui plus est. Il y a des charges d'insultes raciales, violation des droits de l'enfant et des droits civils, négligence, abus, maltraitance, travaux forcés. La juge du comté vient à la conclusion que Jeanne et Donald ont adopté ces enfants exprès parce qu'ils étaient afro-américains. Au procès, de nombreux témoins sont appelés à la barre, notamment les voisins qui sont très émus. Ces pauvres voisins qui ont remué ciel et terre pour que les choses changent. Évidemment, beaucoup d'eux sont remplis de culpabilité parce que tu as souvent l'impression de ne pas avoir fait assez. C'est quand, en plus, eux, ils entendent toute la vérité sur cette histoire pendant le procès. Et c'est terrible pour eux, quoi, parce qu'ils étaient à quelques mètres. Tu te dis toujours que tu peux faire plus. Donc il y en a beaucoup qui pleurent, qui décrivent des heures à voir les enfants travailler dans la ferme, leur état de saleté, leur maigreur, leurs vêtements déchirés, les positions dans lesquelles ils étaient forcés de se tenir, debout en ligne avec les mains sur la tête. Et Jeanne, pendant tout ce temps, au procès, elle nie. Pendant les 7 heures d'interrogatoire, à la barre, elle nie. Elle dit qu'elle aimait ses enfants, qu'elle voulait en prendre soin. Elle ne leur aurait jamais fait de mal intentionnellement, c'est pas son genre. Elle a jamais possédé de bombes au poivre, elle leur a jamais fait de mauvais traitements, jamais de maltraitance, rien du tout. Une fois, elle a utilisé du répulsif anti-chien sur un des enfants, mais voilà, une seule fois. Elle parle du passé traumatisant des enfants pour expliquer leurs accusations aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les enfants ont été appelés à la barre et ont témoigné. Bien sûr, ils ont été encadrés par un psychiatre, ils n'ont pas été balancés comme ça. Et donc, elle dit que tout ce que racontent les enfants, c'est à cause de leur lourd passé. Ils étaient absolument pas enfermés dans la grange. D'ailleurs, ils avaient accès à toutes les clés, ils pouvaient circuler librement. Pour les caméras de surveillance et les verrous, c'était là pour les protéger, notamment pour Josh. La grange, c'était vraiment un repère pour ados, en fait. En ce qui concerne les SMS racistes, elle nie totalement les avoir écrits, c'est pas elle. Oui, c'est sûr, elle en a écrit quelques-uns, et bien sûr, il y a eu des insultes dans ses messages, mais en fait, c'était pas des insultes, c'était des mots tendres. Quand elle les appelait les petits singes, c'était affectueux. Au bout d'un moment, elle a avoué qu'elle avait très peur de Josh. Et c'était la raison pour laquelle elle n'a pas pu en prendre soin comme elle aurait voulu. Leur déménagement en Virginie occidentale, c'était pour se rapprocher d'un hôpital psychiatrique en fait, pour Josh. Et une fois qu'elle a déménagé, elle a demandé à l'hôpital s'ils avaient une place pour Josh, mais l'hôpital a refusé parce que la famille n'avait pas d'assurance. Donc voilà, ça venait d'une bonne intention. Elle était totalement démunie face au cas de Josh, et son mari aussi, ils étaient démunis. Mais bon, ça explique absolument pas toutes ces années d'horreur. Parce que Josh, c'était pas le seul enfant qui a subi des maltraitances. Ils ont tous subi des maltraitances. Et comme je vous disais, les enfants ont témoigné. Annabelle, qui a 18 ans à ce moment-là, trouve le courage de parler de tous les sévices qu'elle a subis et de la torture qu'elle a endurée pendant des années. C'est comme ça qu'elle qualifie ce qu'elle a vécu. Elle demande à ce qu'on n'appelle plus Jeanne sa mère. En ce qui la concerne, elle n'a plus de mère. Et c'est notamment grâce au témoignage d'Annabelle qu'on a autant de détails sur tout ce qui s'est passé à la ferme. Tout ce que je vous ai raconté, tout ce que je vous ai décrit, c'est parce que les enfants ont eu le courage de le raconter. Au terme du procès, Jeanne et Donald sont condamnés à des peines historiques. Aussi historiques que les charges qui sont portées contre eux. Et vous savez, aux États-Unis, les peines se cumulent, donc ça peut donner des chiffres vertigineux. Jeanne et Donald écopent donc de plus de 300 ans de prison à deux. Ici, c'est largement les accusations d'esclavagisme et de racisme qui ont joué dans la condamnation. Jeanne est condamnée à 215 ans de prison. Elle sera éligible à la liberté conditionnelle en 2074, elle aura près de 110 ans. Donald, lui, écope de 160 ans. Il sera éligible à la liberté conditionnelle à partir de 2061, à près de 100 ans. Ils devront aussi 280 000 $ à chacun des enfants. Le couple a précisé qu'il fera appel. Ils ont été entendus depuis leur prison le 26 avril dernier dans le cadre de cet appel et on les y voit souriants. Aujourd'hui, les enfants ont été placés dans une nouvelle famille d'accueil et on espère énormément que ce nouveau départ sera le bon. Voilà, j'ai pas l'habitude de traiter des affaires qui sont assez récentes, mais celle-là m'a tellement choquée, il fallait que je vous en parle. Ça ouvre le débat sur le service de protection à l'enfance, comment optimiser, comment faire plus attention, parce qu'il y a beaucoup de cas où les enfants peuvent être sauvés plus tôt. C'est ça notamment l'affaire de Machel Hobson, je vous en parlais. Dites-moi si vous avez entendu parler de cette histoire, quel est votre ressenti par rapport à tout ça.
J'espère vraiment que les enfants vont mieux aujourd'hui. C'est fou hein, tout ce qu'ils ont dû traverser. Bref, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous mets mes réseaux juste ici. Et moi, je vous souhaite de ne pas faire trop de cauchemars cette nuit. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye!